bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 26 juin. Voici tout de suite le sommaire. Monaco s'équipe de 18 nouvelles stations Monabike. Elles viennent étoffer l'offre de vélos en libre service. Demandez le programme de la saison 2019-2020 du Théâtre Princesse Grace. Une saison qui fait la part belle aux textes forts, drôles, classiques, mais aussi décalés. Suite et fin de notre série de reportages à Madrid, focus aujourd'hui sur la remise des prix de la grande médaille Albert Ier. Retour sur le gala annuel de l'Académie Princesse Grace. Venturi et sa marque de moto électrique Voxan préparent une tentative de nouveau record du monde avec le pilote Max Biaggi. Et nous retrouverons à la fin de ce journal notre invité de la semaine, l'artiste Gérard Petiti. Parlons à présent mobilité douce. 18 nouvelles stations Monabike viennent d'être installées. Benjamin Belay nous explique leur fonctionnement. Avec près de 85 000 trajets par an, l'histoire d'amour entre Monaco et le vélo ne cesse de se renforcer. Pour sceller cette union, commencée en 2010, le nombre de stations accueillant les Monabike, vélos à assistance électrique, va doubler d'ici début juillet en passant de 17 à 35. Ça fait partie de la mobilité verte. En même temps, ça répond à une forte demande de la clientèle. On a démarré le service en 2010 d'abord sur un système de test avec une liste d'attente. Un très fort engouement des utilisateurs pour ce système nous a amené à avoir maintenant 1000 utilisateurs aujourd'hui. Ces nouveaux aménagements vont permettre de multiplier par 3 le nombre d'attaches en principauté afin d'éviter des problèmes aux heures de pointe. Grâce à ce meilleur maillage, des stations dans des lieux atypiques vont voir le jour. Il y a des stations de surface comme ici. Un autre lieu emblématique, c'est par exemple la place d'Armes. On va avoir aussi des stations dans les parkings, donc le parking du casino, le parking des pêcheurs, le parking du stade Louis II par exemple. Et également 3 emplacements qui seront ouverts en septembre dans la commune de Beau-Soleil. Et c'est le début, si le système marche bien, de l'ouverture aux communes limitrophes. La location des vélos s'effectue toujours via le site web ou l'application et petite nouveauté, elle est maintenant ouverte à la clientèle occasionnelle. À la fois facile d'utilisation, disponible en nombre et bon pour la planète, les Monabike sont le symbole de la transition énergétique opérée en principauté. Ces nouvelles stations seront mises en service à partir du samedi 13 juillet. C'est devenu une tradition au mois de juin, le théâtre Princesse Grace met l'eau à la bouche des passionnés de théâtre en dévoilant la programmation de sa nouvelle saison. Reportage. Geneviève Casil, Charles Berling, Romane Boringer, Michel Larocque, Pierre Arditi, François Berléand, pour ne citer que. Pour cette nouvelle saison, la liste des comédiens de renom est encore bien longue, signe de la qualité de la programmation du théâtre Princesse Grace année après année. Auteurs contemporains font face aux grands classiques des planches, se glissent également de belles rencontres moins connues du grand public, de quoi passer plusieurs beaux moments dans cet écrin propice à l'échange. Le choix, vous savez que c'est toujours plutôt sur les textes, après sur les talents des artistes, et puis aussi sur le plaisir pour le public, soit de découvrir des petites pépites que l'on connaît moins, soit de voir des pièces qui ont connu un grand succès à Paris, se dire ah, chouette, je vais être au Théâtre Princesse Grace pour les voir. C'est important de faire plaisir à tout le monde, de faire découvrir la culture et de faire découvrir le théâtre à toutes les générations. Ça, j'y tiens beaucoup. Ils se rappelleront qu'ils sont venus ici pour voir un petit conte drôle et ils connaîtront la salle, ils en auront un bon souvenir, ils auront envie d'y revenir. Et voilà, ça c'est important, c'est comme ça que l'on sème progressivement de la curiosité culturelle. Un spectacle donc à l'attention du jeune public avec un conte écologique, mais aussi un partenariat avec la Comédie Française ou encore une pièce présentée pour la première fois en italien, sans oublier 2 représentations exceptionnelles de la machine de Turing, récompensée 4 fois au Molière. Que l'on soit amateur de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'histoire des sciences, de l'histoire de l'informatique, des mathématiques en général, ou plutôt touché par le parcours d'un homme, sa sensibilité ou le côté sociétal de cette loi de 1885 qui condamnait les homosexuels, qui a condamné Oscar Wilde dans son temps, qui condamne Turing et qui aura fini par être cassé qu'en 67 et Turing réhabilité en 2013 et 14. On a là aussi le parcours humain d'un homme au-delà de la guerre, au-delà des sciences, au-delà des maths. C'est une pièce qui est un hymne à la tolérance de façon plus
plus universel. Et c'est aussi un spectacle qui est assez tout public. On a au Théâtre Michel à Paris, on le joue encore, des salles de jeunes, beaucoup de lycéens qui viennent découvrir ce pan de l'histoire et ce personnage qui nous dit beaucoup parce que il tutoyait aussi un peu les grandes questions, il cherchait à connaître le code de la nature, il cherchait Dieu finalement derrière les chiffres et donc voilà, on a aussi une portée presque métaphysique chez ce personnage. Des grands noms du théâtre et de belles découvertes en perspective, voilà ce qui vous attend pour cette nouvelle saison du Théâtre Princesse Grace. Retrouvez toute la programmation sur le site www.tpgmonaco.mc. Les abonnements sont d'ores et déjà disponibles. Quant aux places individuelles, il faudra patienter jusqu'au mois de septembre. Le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario, était présent lors de cette présentation. Homme de théâtre, c'est avec attention qu'il a suivi la présentation de cette nouvelle saison. On l'écoute. Il y a des spectacles assez extraordinaires qui nous sont proposés pour l'année prochaine. Oui, je crois que c'est un vrai plaisir d'être là, de pouvoir découvrir, de pouvoir se mettre déjà l'eau à la bouche pour la prochaine saison. Et je crois que c'est ce qu'il faut, c'est peut-être un petit peu la particularité du théâtre, c'est cet art vivant. Aucune soirée n'est rigoureusement la même que celle de la veille ou celle du lendemain, parce qu'il y a une relation particulière entre l'acteur, bien sûr le texte, l'auteur, le metteur en scène et le public qui joue un rôle bien évidemment très important dans cette alchimie particulière. Je crois que c'est important de donner au public, de proposer au public une très grande diversité de choses. Il y a un petit peu tous les goûts qui peuvent s'y retrouver. Il ne faut pas simplement proposer au public ce à quoi il s'attend ou ce qu'il désire au premier chef, mais aussi l'amener à découvrir des spectacles, des textes, des auteurs auxquels peut-être il n'aurait pas pensé de prime abord. Et c'est une mission importante d'une politique culturelle, d'un État, ce que nous développons bien évidemment en principauté sous l'impulsion de la princesse de Hanovre. Nous concluons aujourd'hui notre série de reportages consacrés au déplacement du prince souverain à Madrid. Coup de projecteur pour terminer sur la grande médaille Albert Ier attribuée par le conseil d'administration de l'Institut océanographique. Un reportage de Vanessa Dessy. Créée en 1948, la Grande Médaille Albert Ier a pour mission de sélectionner le meilleur scientifique de l'océanographie. La sélection est d'abord réalisée par le conseil scientifique de l'Institut océanographique qui établit un classement pour qu'enfin le conseil d'administration attribue ce titre honorifique qui se veut être le prix Nobel de l'océanographie. Nous considérons vraiment que la science doit être la base de nos prises de position. Nous n'avons pas des prises de position militantes, de croyances, mais nous souhaitons vraiment établir nos analyses sur un consensus scientifique aussi exact que possible. On sait que ce n'est pas la vérité vraie, mais nous bâtissons ça là-dessus. Et ce partenariat avec les scientifiques, cette façon de les mettre en valeur par l'attribution de la Grande Médaille Albert Ier, est aussi une façon de mettre en valeur le travail que nous faisons et d'arriver à la protection de l'océan. Cette année, nous sommes particulièrement heureux que cette grande médaille puisse être remise par le président du conseil d'administration, Philippe Taquet, à l'occasion de cette cérémonie des prix de la Fondation Prince Albert II. Ça montre comment la synergie se met en place entre les deux fondations Albert Ier et Albert II, et c'est vraiment un motif de satisfaction. La Grande Médaille Albert Ier est attribuée cette année au professeur Le Quéré, une climatologue franco-canadienne de renom. Elle est formidable parce que vous savez que le réchauffement climatique est contesté, n'est pas accepté par tout le monde. Il y a certains chefs d'État qui le contestent. Et au contraire, elle apporte des éléments crédibles. Et surtout, elle a une expérience en Grande-Bretagne qui a fait florès parce qu'elle a réussi, auprès des Anglais, à baisser les carbones émis en Grande-Bretagne d'un grand nombre de pourcentages. Et au fond, le président de la République en France lui a dit venez faire ça chez nous aussi. Elle a là, sur ce plan-là, une réussite avec ce qu'elle a fait en Grande-Bretagne pour réduire le taux de CO2 chez les Anglais. Et ils l'ont fait avec succès. Et c'est un peu grâce à elle. Partagé entre la France, le Canada et le Royaume-Uni, le professeur Le Quéré est considéré comme l'une des 20 femmes dans le monde à s'engager dans le débat sur le changement climatique. C'est donc avec fierté qu'elle obtient la Grande Médaille Albert Ier cette année.
Je suis franchement très honorée de recevoir ce prix. Je ne m'y attendais pas. La cérémonie est grandiose. Tout le monde a été vraiment très sympa, très flatteur. Vraiment, d'être reconnu comme ça pour une contribution scientifique, ça fait chaud au cœur. Ça donne de la valeur à la recherche sur les changements climatiques, ce qui est très bien. Et ça donne de la visibilité aussi, parce que là, on en a parlé beaucoup aujourd'hui et je sais qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir après avec des bonnes intentions, des bonnes idées pour quoi faire en fait, comme en termes d'action individuelle après. Donc, effectivement, recevoir un prix comme ça, c'est vraiment bon. Bon, bien sûr, pour moi personnellement, mais pour toute la science des changements climatiques. Corinne Lequéré est membre du Haut Conseil pour le climat, une instance consultative indépendante française créée en 2018 et placée auprès du Premier ministre de la République française. Ils ont pour ambition de devenir de véritables danseurs professionnels. Les élèves de l'Académie Princesse Grace montrent chaque année l'étendue de leur talent à l'occasion du traditionnel gala de fin d'année. Une pause féerique contée par José Sacré. Élégance, charme, rythme, émotion et beauté, la danse dans tous ses états était au programme du gala de l'Académie de danse Princesse Grace donné lors de 3 représentations les 21, 22 et 23 juin à l'Opéra de Monte-Carlo devant des salles combles d'admirateurs, de connaisseurs et de parents des jeunes élèves, des familles venues parfois de très loin. C'est vraiment très important, disons, c'est la fin, tu le disais très bien, d'une année, une année avec des élèves qui se rencontrent, ils se sont rencontrés il y a quelques mois, qu'aujourd'hui ils ont des liens entre eux très forts. C'est aussi un moment très important pour les élèves qui sont arrivés il y a 4 ans et aujourd'hui ils partent. Pour moi, c'est aussi un moment important de regarder les élèves que je ne connaissais pas. Cette année, on a eu 17 nouveaux élèves. Je veux les voir pour la première fois vraiment sur scène, voir comment ils vont se porter, comment ils vont réagir au stress. Voilà, c'est la conclusion d'une année de travail assez intense de toute l'équipe pédagogique et aujourd'hui, on commence à accueillir quelques fruits. En première partie de ce spectacle, 10 courtes pièces chorégraphiées sur des musiques de Glazunov. J'ai demandé à 7 chorégraphes différents d'utiliser des musiques de Glazunov et d'en faire un ballet. Alors comme chaque année, j'aime bien me présenter au public monégasque de différentes facettes de la danse, pas seulement de la danse académique classique, mais aussi de la danse contemporaine, de composition, c'est-à-dire des élèves comme chaque année qui créent une petite partie. Et on fait un petit voyage de 30 minutes autour de la musique de Glazunov. La deuxième partie était consacrée à la création avec une pièce signée Claude Brumachon, Les horizons suspendus sur des musiques de Handel, Hildegard von Bingen et Bruno Biodou. On a un troisième ballet, que c'est un ballet autour, c'est Les Traversées, un ballet de Jean-Christophe Maillot. En fait, il a choisi des ballets à lui et il a fait une composition de ces ballets avec on voyagera entre paysages, abstract life, Dove la Luna, un ballet voilà, qui réunit presque la totalité des élèves. Une courte mais très efficace séquence de choré a terminé ce gala de l'Académie Princesse Grace. Tous les élèves et leurs professeurs vont pouvoir profiter de quelques jours de vacances, mais quelques jours seulement, les élèves ont participé durant cet été à plusieurs stages à travers l'Europe et le monde, alors que d'autres élèves danseurs et danseuses, venus aussi de partout, viendront participer aux stages organisés par l'Académie Princesse Grace. Et oui, les danseurs et les danseuses, jeunes ou expérimentés, ne s'arrêtent jamais de danser. Venturi Automobile fêtera l'an prochain ses 20 ans. Pour célébrer cet anniversaire, la firme monégasque prévoit de battre un nouveau record, celui de vitesse en moto électrique, avec aux commandes le célèbre champion Max Biaggi. Une équipe de Monaco Info a assisté à la première étape de ce défi. Un reportage inédit d'Émilie Rousseau. Le 5 avril dernier, Venturi annonçait l'un de ses nouveaux défis, celui de réaliser un nouveau record dans le domaine des véhicules électriques. C'est par le biais de sa marque Voxan que la firme monégasque pousse à nouveau les limites dans le domaine de l'électromobilité. Elle veut battre l'actuel record de vitesse en moto électrique. Et c'est avec la Voxan Wattman que Gildo Pastor veut marquer les esprits. Un engin d'exception avec aux commandes le sextuple champion du monde moto, Max Biaggi.
Quand Venturi m'a proposé ce défi électrique, j'étais à la fois enthousiaste et curieux. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Cette énergie a pris une part dans notre quotidien. C'est une nouvelle mentalité. J'ai hâte de débuter ce challenge qui s'offre à moi. Difficile de se projeter quand on voit ces images, car nous assistons ici à la première étape de ce défi de taille, les réglages de la position de conduite. Il s'agit de trouver la position du pilote sur la moto pour pouvoir ensuite dessiner toute l'aérodynamique de la machine Made in Monaco. Chaque personne est différente, chaque personne peut trouver une position différente sur sa moto. Là, voilà, c'est lui qui va atteindre des vitesses importantes et qui doit se sentir bien sur le véhicule et surtout sentir le véhicule pour pouvoir le contrôler. Now we just have an idea with engineering, with the staff. Là, c'est une étape importante avec les ingénieurs et le staff de Venturi. Nous évaluons la position que je vais avoir sur la moto, ma hauteur d'assise, de mes pieds. Évidemment, au fur et à mesure, il y aura encore des modifications, mais logiquement, quand on part d'un modèle comme celui-ci, on n'est pas loin du résultat final. Après avoir réglé la position sur la moto, une autre étape attend Max Biaggi, celle du scanning. On va numériser notre pilote, donc Max Biaggi, en 3 dimensions, de façon à le réutiliser dans nos conceptions en 3D, dans le dessin en 3 dimensions de la carrosserie, du châssis, enfin du véhicule vraiment complet. Parce que le pilote doit faire corps avec la machine pour ce type de record-là. Et notre donnée d'entrée, c'est notre pilote. C'est à l'été 2020, sur le lac salé d'Uyuni, en Bolivie, qu'aura lieu cette tentative de record. Objectif, franchir la barre des 330 km/h. Une belle occasion pour le groupe Venturi Automobile de marquer dignement ses 20 ans d'existence en tant que constructeur de véhicules électriques. Faisons le point à présent sur la participation des athlètes monégasques aux Jeux européens à Minsk. Xiao Xinjiang s'est qualifiée pour les demi-finales de la compétition. Elle a battu la Russe Mikhailova Polina 4-0. Une victoire maîtrisée sur laquelle revient la pongiste et son entraîneur Anthony Geminiani au micro d'Émilie Rousseau. Je suis très contente pour mon match aujourd'hui. J'avais encore mieux joué qu'hier, donc je suis tout en confiance en moi. Donc j'ai très confiance pour demain et je vais arracher jusqu'au bout. Je sais que demain, ça sera un match vraiment, vraiment dur, mais j'essaye. Je pense que je vais arracher. Anthony, on sent vraiment Xiao en confiance et concentrée depuis le début de ces Jeux. Oui, elle fait vraiment une très bonne compétition pour l'instant. Donc elle a enchaîné 4 victoires en jouant vraiment très bien. Moi personnellement, c'est la première fois que je la vois jouer comme ça, avec un tel niveau. Elle fait très peu de fautes, elle arrive à s'adapter à toutes les joueuses, parce qu'elle a joué des attaquantes, des défenseuses. Et à chaque fois, elle s'est vraiment bien adaptée, elle est très concentrée. Bon, là, l'objectif, bien évidemment, c'est la qualification olympique. Hein. Et elle n'est pas loin, elle a encore une victoire et c'est bon. Minsk toujours avec le contre-la-montre de Victor Langelotti. Le cycliste monégasque est malheureusement passé à côté de sa compétition. Il finit 34e, loin de son chrono de référence. Je vous propose de l'écouter, ainsi que son entraîneur Guido Possetto. Je suis très déçu, je passais complètement au travers. Pas de bonnes sensations, de mauvaises jambes. Tout au long du parcours, j'étais en difficulté, je n'ai jamais su trouver le rythme. Donc une très grosse déception. Guido, comment on peut analyser le contre-la-montre de Victor ? Comme il a dit, c'est un effort très particulier sur une distance qui n'était pas très longue, donc on s'était fixé un peu des temps de référence. Et c'est vrai que si on n'a pas de bonnes sensations, c'est difficile après d'enchaîner derrière. On espérait que dans la deuxième partie ça aille mieux, mais ça a été compliqué. On avait quelques références justement des temps d'autres coureurs qu'on connaît et dont on avait ciblé un petit peu. Et c'est vrai qu'on est déçu parce qu'on connaît les qualités de Victor et on sait qu'on aurait pu faire beaucoup mieux et s'est calé sur des temps plus intéressants. Mais bon, dans le cyclisme, malheureusement, il n'y a rien qui est écrit. Même si un chrono, on essaye de le préparer avec des temps, des puissances, etc. Ce n'était pas le jour pour Victor. Après le sport, passons à la culture. Je vous propose de rejoindre immédiatement notre invité de la semaine. Il s'agit de Gérard Petiti qui va présenter très prochainement une nouvelle exposition collective en Russie. Il nous en parle.
Gérard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre antre, on peut dire, dans votre atelier. C'est pas ici forcément qu'elles ont toutes été créées, les œuvres dont on va parler, mais c'est ici que vous créez, vous êtes prospère, on va dire, depuis plus de 30 ans, c'est ça? C'est ça, oui, c'est mon lieu de travail depuis au moins 1990 et mon arrivée ici à Monaco. C'est un lieu très particulier. Vous le voyez tel quel, vous le voyez dans son jus depuis 30 ans. Et parce que ça participe aussi à mon travail. Donc ce n'est pas un endroit clinique, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment un endroit authentique, peut-être même un peu trop misérable entre guillemets. Mais c'est ce qui, moi, me porte. C'est ce qui, moi, me permet de travailler sur le temps, d'intégrer plein de choses, plein de contraintes aussi, plein finalement d'inputs qui sont intéressants dans mon système et que je transforme ensuite. On voit des volumes impressionnants. Ça vous aide, j'imagine, parce que vous faites aussi certaines œuvres de grands volumes. On va parler plus précisément aujourd'hui, plutôt que votre travail, on va parler de cette exposition collective avec Claude Rosticher, qui vous arrivez au bout, là, on va dire, bientôt. C'est le temps de l'accrochage, exactement. Comment ça s'est passé? Quelle est la jeunesse de cette exposition? Un vieux projet, bon, déjà une vieille amitié avec Claude, déjà, et des points communs. Mais totalement différent au niveau des générations, au niveau du travail. Et une idée commune à l'origine de dire, de réfléchir sur la vraie culture, enfin, c'est pas qu'il y ait une fausse culture monégasque, mais on va dire la culture authentique de Monaco, qu'est-ce que c'est au niveau de la création contemporaine. Alors on connaît bien sûr les grandes institutions avec les ballets, le philharmonique et autres. On connaît aussi les ateliers qui se sont installés, etc. Mais on s'est dit, bon, finalement, Albert Diato, Léo Ferré, Armand Gatti et Louis Molné. Alors, on a cherché au niveau femmes aussi. Je vous avoue que ce n'est pas un oubli volontaire, puisque moi, je suis très attaché. Mais c'est vrai que dans ce lot-là, on s'est aperçu qu'on avait les plus turbulents. Et moi, j'ai un côté personnel assez turbulent, que j'assume. Et donc, cette idée est née comme ça. Comment ce petit pays, cette petite principauté, avec tant de stabilité et justement de 700 ans des Grimaldi à Monaco, c'est unique. Comment ce petit pays, finalement, a créé quelques artistes turbulents comme ça, qui ont eu de la résonance, et qui sont un peu passés à la trappe, outre Léo, bien sûr. Donc on a les reprises par Bernard Lavillier, Cali et autres de ces chansons. Et c'est né comme ça, en disant on va créer quelque chose de plus intime, on va voir la famille, les gens restants, on va discuter de ça, on va faire à partir du minimal, le maximum possible, de manière à être le plus authentique et le plus vrai possible dans ce que nous allons dire, l'hommage que nous rendons, et ensuite notre propre travail aussi. Donc un travail dans le temps pour Claude sur X années, une sélection, et moi aussi, un travail sur le temps dont des pièces sont là qui ont 20 ans, 30 ans, pareil, et un mixage de tout ça pour avoir une homogénéité à travers un catalogue qui est devenu un livre finalement, et voilà, et dont on va exposer ça en Russie, parce qu'il y a une part aussi de russe. Comment ça se traduit, cette part russe? Alors la part de russe, je l'ai découverte à travers Armand Gatti, dont le principe initial au départ, c'est que j'en ai entendu parler de cet homme quand je suis arrivé à travers la famille, ma belle famille. Et on me parlait, donc au tout début, avant-guerre, on me parlait d'un jeune monégasque, immigré italien, qui réunissait ses camarades et qui lisait déjà l'allemand, qui pratiquait plusieurs langues à 17 ans. Et Mein Kampf en main, il leur disait « Attention les gars, voilà ce que Hitler il va faire ». Il l'a écrit dans le... Voilà. Donc déjà, ça m'a véritablement surpris.
Et en piochant dedans, en rencontrant son fils, parce qu'il est décédé en 2017, et je me suis aperçu que finalement, il y avait une part russe énorme chez lui, au sens où il a rencontré Kamenikov, enfin, toute son œuvre a été liée à travers la femme de sa vie qui était d'origine russe. C'est 3 rendez-vous, cette exposition, c'est pas un seul lieu. Vous avez choisi une exposition itinérante. Comment est-ce que ça va se dérouler? Dans quelle ville on va pouvoir découvrir ça? Alors, le premier, c'est le 9, la première date, c'est le 9 juillet au MoMA, au musée de Moscou, musée des arts modernes de Moscou, au Gogolevski. Donc, c'est le musée historique. Le MoMA possède 7 lieux différents, organisateurs de la Biennale aussi. Enfin bon, c'est énorme. Ils ont aussi une librairie pour les enfants, un centre d'éducation pour les enfants. Enfin, c'est une entité énorme. Et là, on a véritablement le lieu historique qui est Gogolevski, donc pas loin du Kremlin et de l'ancienne basilique qui a été transformée d'une ancienne piscine. Ils l'ont reconstruit en basilique. Symboliquement, c'est très intéressant. Ensuite, Rostov. Donc là, ça dure un mois à peu près, à Moscou. Ensuite, transfert vers le sud de la Russie à Rostov, donc chez les Cosaques, pays cosaques. Rostov qui a été mis en lumière, ville fluviale ouverte sur la mer d'Azov, qui a été mis en lumière par le dernier mondial de football en fait. C'est une ville en transformation, mais qui est quasiment 2 millions de personnes. Et un ensemble, l'oblast de Rostov, c'est un ensemble de 6,5 millions de personnes. Et puis ensuite, donc ça c'est jusqu'à la fin septembre. Et puis ensuite, ça devrait arriver, parce que la logistique est extrêmement compliquée. Ça devrait arriver à Paris, avec une définition plus petite au niveau de l'exposition, mais au centre culturel russe de Paris, qui est en fait Quai Branly, la cathédrale de Villemotte. Et à l'intérieur, il y a un superbe centre culturel, Donc là, on espère aussi certaines pièces qui sont ici sont réservées pour Paris, celles qui sont encadrées derrière. On espère aussi donner une autre dimension, une autre vision, y compris le petit côté colportage, puisqu'on a être aussi un petit peu les ambassadeurs évidemment de Monaco, mais les ambassadeurs aussi des Russes à travers ça. Voilà, parce que c'est la communauté orthodoxe. On se retrouve finalement, au final, dans un lieu qui est un mélange de tout, à Paris, qui est une sorte d'ambassade, qui est aussi l'église orthodoxe avec la cathédrale et un centre culturel en devenir. Et voilà. Donc c'est bien parce qu'au moins on peut à la fois faire le voyage en Russie pour voir l'exposition en Russie, et ensuite revenir à Paris, puisqu'elle sera un petit peu différente. Donc on aura un autre aperçu. Absolument, absolument. À Paris, elle est un peu plus réduite, mais elle sera enrichie de ce que je vous disais. J'espère être enrichie de ce que je vous disais au niveau des témoignages qu'on peut colporter et autres. Je tiens à ça, parce qu'à travers ce système d'expo et de montage d'expo, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, enfin j'ai essayé de vous l'expliquer au mieux, c'est l'authenticité véritablement que je cherche. Quel type de médium? Il y aura essentiellement de la peinture dans cette exposition? Alors il y a essentiellement des pièces de Claude et moi, oui bien sûr, de la peinture, sur la base de la peinture, pas de sculpture parce que c'est très compliqué. Ensuite, énormément de témoignages et de documents, quelques pièces de diato, mais pas les céramiques qui sont extrêmement fragiles, extrêmement compliquées. Et donc on a des photos des céramiques, on a de l'audiovisuel, des petits films que j'ai réalisés, on a sur les témoins, donc qui expliquent cette histoire aussi. Des films dont on a récupéré aussi sur Diato, voilà, sur les chansons de Léo évidemment, les textes par rapport à son fils Mathieu aussi qu'on retrouve à l'intérieur du catalogue, des photographies, des pictos, un maximum de choses, mini, j'allais dire, de manière à ce que chaque pièce raconte une histoire, puisque le titre, c'est bien ça, c'est Histoire d'artiste, c'est-à-dire d'arriver à travers, en particulier par rapport aux hommages, de dire un maximum de choses à travers un minimum.
Monaco, histoire d'artistes. Donc à retrouver à partir du 9 juillet. Et peut-être nous, on se retrouvera à la fin de l'année pour faire un compte-rendu, un bilan de ces belles expositions et de ces beaux témoignages. Je vous remercie. Merci Gérard. Et nous passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Il fait chaud, c'est ce que l'on retiendra pour cette semaine. La canicule est bien là et les températures ne sont pas prêtes de descendre. Un temps ensoleillé tout au long des prochains jours. Seul samedi, à noter la présence de quelques nuages. Mais le climat sera lourd avec un thermomètre affichant 29 degrés. La journée la plus fraîche sera mardi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur Monaco Info.